perfect. C'est bon? Je vais juste me recadrer. Parfait. The sound is okay? Sound is perfect. Okay. How did that make you feel? It is a mix of feelings. First, you think a flashback, what I would have on my phone. You feel under danger. They want to see all the movements that were happening inside that newsroom. Okay, what I was doing these days when I was infected, when I was targeted. They hold or they possess a massive amount of information that can put me or people I'm in touch with in danger and eliminate the human rights work I have been doing. I work for a very, very small newsroom. At least 22 cell phones were targeted. They have access to your bank account, your photos. They have access to your bedroom, to your bathroom, to your kitchen. They have access to your entire life. What do you have? You have just to point it out to some government. And in this case, it's like my government. They got the upper hand in controlling you. But at the same time, you don't know what would be the consequences of it. It's not a pressure that only affects me. It's a pressure that I can feel, I can see it in my family. You create this type of paranoia that is always behind you. When you have people that has an obsessive surveillance against you, it's because they want to know about your work, but also about your life. Je m'appelle Olivier Tesquet, je suis journaliste à Télérama. Je m'occupe des questions numériques depuis une dizaine d'années, avec un intérêt particulier pour les questions qui touchent la surveillance et les droits humains. Moi, j'ai commencé à faire ce métier à la toute fin des années 2000, au début des années 2010, qui était le moment où Internet a commencé à devenir dangereux. On sortait de cette espèce d'utopie des réseaux qui sont nécessairement bons pour la démocratie et qui sont vecteurs du changement uniquement vertueux, parce qu'on voyait qu'à ce moment-là, il commençait à y avoir une reprise en main très très forte des régimes autoritaires et des dictatures qui ont très vite compris qu'en fait ces outils-là, c'était du pain béni. Quand on dit surveillance, ça englobe beaucoup de choses. On a un imaginaire collectif qui pense tout de suite à la surveillance de masse globale, l'écoute de tous à n'importe quel moment, avec de grands programmes clandestins des gouvernements. Mais on voit depuis quelques années maintenant qu'il y a aussi une surveillance beaucoup plus routinière, avec ce qu'on fait sur nos téléphones, les endroits où on se rend, enfin toutes les interactions qu'on a un peu dans le monde réel et qui sont retranscrites en un signal informatique qui ensuite est exploitable. Et on a toute une industrie de la surveillance qui fait se rejoindre ces deux extrémités du spectre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup.
Je m'appelle Étienne Meignier et je suis technologiste au sein d'Amnesty International. C'est un terme un peu vague, mais dans l'équipe, ça veut dire les personnes techniques qui travaillent sur des investigations, sur des attaques informatiques. Un des cas documentés sur lesquels j'ai un peu travaillé, ça a été les attaques informatiques contre les communautés tibétaines en exil, qui ont été extrêmement ciblées par des attaques informatiques, en général pas très avancées, pendant une dizaine d'années par des dizaines et des dizaines de virus. Les recherches techniques qu'on fait, elle est assez proche de ce que font beaucoup d'entreprises de sécurité. Et d'ailleurs, les attaques qu'on voit qui vont cibler des défenseurs des droits humains, c'est souvent, pas toujours, mais des attaques qui peuvent cibler des entreprises, par exemple. Donc il y a une grosse partie de ce travail technique, c'est vraiment suivre ces évolutions, regarder le détail de ce qui se fait, comment se font les virus, l'évolution des attaques, les détecter. Et après, spécifiquement, travailler avec des défenseurs des droits humains, comprendre les attaques qu'ils subissent, les aider à s'en protéger. Et quand on trouve quelque chose, eh ben, essayer d'avancer en se disant qui d'autre est attaqué, qui est derrière ça, et comment on peut remonter à la source de l'attaque. Alors, on entend par cybersurveillance toutes les formes de surveillance qui vont toucher à du numérique, donc après tous les appareils informatiques, téléphone, ordinateur. C'est assez vaste puisqu'aujourd'hui à peu près tout est connecté, on a des objets connectés dans la maison, donc ça regroupe vraiment toutes ces formes-là de surveillance par ces appareils. C'est aussi vieux que l'invention de l'informatique, c'est juste que vu que l'informatique s'est propagée, s'est démocratisée, il y a de plus en plus de formes de surveillance. Il y a quand même eu une bascule au moment où il y a eu vraiment l'idée de collecter des données qui s'est fait de plus en plus. Et donc on a vu des produits qui n'étaient plus juste le fait de fournir un outil, mais le fait de en plus avoir des données. Donc ça fait beaucoup avec le développement d'Internet notamment. La guerre est gagnée. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque, quand on parle de surveillance, on parle de quelque chose qui est une prérogative des États. Les Five Eyes, donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, qui signent un accord en 1946 qui acte un partage du renseignement et de ce qui est capté à travers l'écoute des réseaux de télécommunications, qui se matérialise quelques années, quelques décennies plus tard avec la création d'un réseau qu'on appelle le réseau Échelon. Des millions de communications téléphoniques, fax ou téléx sont décryptées par un gigantesque système d'écoute baptisé le réseau Échelon. Des stations d'écoute avec des grandes paraboles qui sont capables d'intercepter des flux importants de télécommunications et ensuite les informations sont stockées, partagées. Parce qu'en plus des grosses boules, il y a des satellites. Ils balayent toute la surface du globe et espionnent tout autant. Pendant très longtemps, la surveillance, ça a été ça. But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. On a eu l'apparition d'Internet. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. L'apparition d'acteurs privés sur Internet, des fournisseurs d'accès, tout un tas d'opérateurs du réseau. Every day, America Online is making it easier for people to live, work and play. Qui sont devenus des points d'entrée, c'est-à-dire qu'il a fallu obtenir la coopération de ces entreprises-là. Et puis ensuite, on a la généralisation du smartphone. Il s'agit d'un téléphone, d'un portable avec de nouvelles applications. Qui est concomitante, à quelques années près, d'un autre événement géopolitique majeur qui est le 11 septembre aux États-Unis. Des scènes de détresse et de panique collective dans les rues new-yorkaises, alors que le maire fait évacuer tout le sud de Manhattan. C'est le moment où la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la guerre contre le terrorisme devient vraiment l'obsession des démocraties libérales. Fellow citizens, as we gather tonight, our nation is at war and the civilized world faces unprecedented dangers. Yet the state of our union has never been stronger. À partir de maintenant, on prend tout. On ramasse au chalut et ensuite on analysera ce qui est pertinent. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. I, sitting at my desk, certainly had the authorities to wiretap anyone from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email.
This is the truth. This is what's happening. You should decide whether we need to be doing this. Vraiment, ce qui est apparu beaucoup avec les révélations Snowden, c'est la problématique de la surveillance de masse par les États. Et donc là, on s'est retrouvé avec des révélations qui montrent que la NSA avait capacité d'enregistrer une large partie du trafic Internet mondial et de faire de la surveillance de à peu près tout le monde. C'est-à-dire que quand vous allez chez vous sur votre moteur de recherche, d'un coup, la NSA a quelque chose d'enregistré sur cette communication. Et ça, c'est vraiment une surveillance qui est extrêmement importante puisque elle va cibler tout le monde, ça va poser beaucoup de problèmes de très peu de traçabilité, énormément d'abus. He chose to expose secret U.S. programs that collect the phone records of Americans and monitor overseas Internet email. L'une des conséquences de cette affaire, ça a été une évolution de nos pratiques numériques. Il est devenu plus difficile pour les pays utilisant des technologies de surveillance d'écouter ou de regarder ce qui se passait, et notamment chez leur opposition politique, parce que le trafic était plus difficile à renifler, on va dire, qu'avant. C'est là où il y a eu vraiment le développement de nouveaux systèmes de sécurité. On peut parler par exemple de messagerie comme Signal, qui sont des réponses directement à ça. Ça, c'était extrêmement nouveau. C'est-à-dire que quand on envoie un message sur Facebook, Facebook accède toutes les données qu'on envoie. Par contre, sur Signal, il n'y a pas d'accès à ces données. Et donc, il y a eu de plus en plus de systèmes qui faisaient qu'un État ne peut pas juste demander des informations à Facebook, à Google, etc. Et les informations résident plus que sur les appareils. Tout ça va créer une sorte de mutation dans l'écosystème de la surveillance avec l'apparition d'un nouveau type d'acteurs qui sont finalement au bout de cette longue chaîne. On voit un effet de dissémination, de privatisation. Un événement important, ça a été le piratage d'une entreprise qui s'appelle Hacking Team, entreprise italienne qui vendait des virus informatiques à des États. Et en 2015, il y a une personne qui a piraté Hacking Team, qui a pris toutes les données, les emails, les documents, les contrats, le code, absolument tout, et a tout mis sur Internet. The group known as the Hacking Team is known for selling surveillance software to governments. Now, they're on the other end of a major security breach. Et ça a été un événement majeur parce que ça a été la première fois qu'il y a vraiment une mise en lumière de l'ampleur du problème. Il y a la liste des clients, on s'est aperçu de l'ampleur du marché, des discussions de comment se faisaient les achats de vulnérabilité, de failles de sécurité, de comment se faisaient les négociations entre États. Donc là, on a un écosystème nouveau qui est assez obscur souvent d'entreprises qui vivent de cette surveillance. Il y a eu cette combinaison de facteurs qui ont permis à n'importe quel État qui serait prêt à mettre le prix de s'offrir sa propre NSA ou son propre réseau échelon. En fait, c'est ça la vraie différence et la vraie évolution de la surveillance telle qu'elle existe aujourd'hui en 2022. On a vraiment une économie de la surveillance, des entreprises qui vendent des produits, des gens qui viennent en costume, en chemise, comme tout le monde, qui, au lieu de développer un site d'e-commerce, ils développent des virus informatiques. Des entreprises, c'est des gens qui vont travailler, qui gagnent très bien leur vie et pas du tout des adolescents qui s'amusent dans leur garage. C'est clair qu'on n'en est plus là. L'écosystème de la surveillance n'a cessé de croître. C'est comme une marée noire, quoi. C'est-à-dire qu'on a une tâche comme ça de mazout qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Et à un moment, il faut bien constater les dégâts. C'est un combat permanent, en fait. C'est-à-dire que quand on travaille sur les questions de surveillance, il faut se battre contre la tentation de devenir paranoïaque, il faut se battre contre la tentation de devenir complotiste, parce que parfois c'est le reproche qu'on nous fait, qu'on me fait mais qu'on fait à d'autres, c'est de dire vous voyez tout en noir, vous dépeignez un futur complètement dystopique. On n'y est pas encore. Non, parfois on n'y est pas encore, mais justement l'idée c'est qu'on n'y aille pas. Donc pour ne pas y aller, il faut aussi essayer d'envisager ces scénarios sans jamais s'éloigner des faits. Donc il faut trouver... c'est un autre équilibre précaire à trouver, mais je pense que c'est une nécessité.
Je suis Katia Roux, je suis chargée de plaidoyer à Amnesty International France. Chargée de plaidoyer, ça consiste à élaborer des stratégies d'influence pour essayer de convaincre les décideurs, les personnes qui ont le pouvoir de changer les choses, de prendre les bonnes décisions et d'intégrer la dimension droits humains dans leur politique, dans leur travail. Moi, je travaillais plutôt sur les sujets espace de la société civile, liberté d'expression, attaque contre les défenseurs des droits humains. Et il se trouve que les attaques numériques ont émergé et sont devenues vraiment un outil pour faire taire les défenseurs. On a commencé à s'intéresser à cette question, et moi plus particulièrement, donc à suivre ce type d'attaque parmi les autres types d'attaques, mais attaques redoutables, indétectables, avec des dégâts extrêmement importants en matière de droits humains. C'est un sujet qui concerne tout le monde, principalement parce que la surveillance numérique ciblée vise des journalistes, des défenseurs de droits humains, des avocats, des membres de la société civile. Quand on cible un journaliste, on cible une personne qui nous informe. Quand on cible un défenseur, on cible une personne qui se mobilise pour défendre nos droits. Donc en cela, on est tous concernés. Et si aujourd'hui on ne réagit pas, au vu de tout ce qu'on sait de cette crise de la surveillance, on peut craindre que ça continue à se développer et qu'on soit de plus en plus impacté. En 2019, Amnesty International avait sorti un rapport précisément sur la surveillance numérique des défenseurs des droits humains. Et dedans, il était fait mention de plusieurs outils, de plusieurs logiciels qui seraient utilisés par des États précisément pour attaquer numériquement les défenseurs. Et le logiciel de NSO était cité dans ce rapport. Moi, les premières fois où j'ai vraiment croisé physiquement NSO, je me souviens, c'était au salon Millipol, qui est donc un salon de l'armement qui se tient tous les 2 ans au parc des Expos de Villepinte, en banlieue parisienne. C'était le seul stand où il y avait 4 murs, 4 cloisons. Donc on avait ce cube noir posé au milieu d'un grand hall d'exposition. Je les connaissais un peu, je vais les voir, je leur dis « Bonjour, vous êtes qui, vous vendez quoi ?» Et là, ils m'ont dit « On vend des trucs ». Ce qui était vraiment... Et c'est tout ce que j'ai obtenu. Auprès des clients, ce qu'ils vont leur dire, c'est on va vous vendre un outil un peu magique qui va vous permettre de traquer les Ben Laden du monde entier. Donc on voit à nouveau le ferment du 11 septembre, ce traumatisme sur lequel tout un tas d'entreprises ont construit leur modèle économique. NSO Group vraiment est devenu importante sur ce marché en développant, en présentant, en vendant la capacité de pirater des iPhones. Et vraiment l'argument principal, c'était vous ne pouvez plus surveiller les gens en surveillant le réseau, il va falloir pirater les téléphones. On était vraiment à un moment où les investisseurs se posaient la question, est-ce que c'est une bonne chose d'investir dans ces entreprises? Est-ce que on va pouvoir gagner de l'argent comme ça? Et NSO Group, c'était vraiment l'entreprise phare. Si vous avez un téléphone avec l'application WhatsApp, un conseil, téléchargez la dernière version car une faille sécuritaire a été détectée. Elle permet à un logiciel espion d'infiltrer votre téléphone. Donc à ce moment-là, on voit cette entreprise surgir un peu comme ça dans l'actualité. Et puis ensuite, il y a eu, de manière très récurrente et régulière, tout un tas d'événements qui nous ont rappelé l'existence et l'activité de NSO. Apple is issuing a security update after powerful spyware was found targeting an activist phone in the Middle East. Un événement important, sans doute, c'est la première révélation en 2016 d'attaque contre un militant des Émirats Arabes Unis, Ahmed Mansour. Ahmed Mansour was the target of the hacking attack. Apple says the spyware was developed by an Israeli company. Et c'était la première fois qu'il y a eu toute une chaîne d'attaques qui allait de juste cliquer sur un lien à pirater un iPhone qui a été trouvé. Record sounds, collect passwords, trace the whereabouts of the phone's user. Petit à petit, on voit se dessiner effectivement un profil type de victime avec tout ce que ça va générer après de restrictions, de droits, de liberté d'expression et autres. On découvre qu'il y a tout un tas d'activistes, de militants de droits humains, d'avocats, de journalistes qui ont été surveillés dans tout un tas de pays du monde. So it's a big thing for human rights advocates, and that's what it was. He was a human rights advocate, and the government was trying to hack into his phone. À l'époque, on est toujours en 2019, on recensait à peu près 1400 cibles avérées, documentées, de Pegasus. Pegasus, c'est un virus informatique qui va viser à espionner un téléphone.
Et ce programme, c'est pas une application standard sur un téléphone, c'est vraiment un programme qui a accès à tout. Photos, vidéos, mais également toutes les données d'applications sécurisées comme Signal. Et il y a une autre partie qui est extrêmement intrusive également, c'est accès au GPS, au micro, à la caméra. NSO Group au début se basait sur des attaques avec un clic, c'est-à-dire il va y avoir un message qui est envoyé par SMS, par WhatsApp, peu importe. Et si la personne clique sur ce lien, le téléphone est piraté. Et autour de 2018-2019, NSO a commencé à utiliser d'autres méthodes d'infection qui vont être donc sans clic, 0 clic. Le téléphone est piraté sans qu'il y ait d'intervention de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. C'est-à-dire qu'on a le téléphone sur la table et d'un coup, le téléphone est piraté, il n'y a aucune trace, quasiment rien de visible. Donc là, il y a vraiment une possibilité de savoir où est la personne, de savoir ce que fait la personne, d'écouter dans la pièce, d'écouter les appels téléphoniques. Donc il y a vraiment ces deux aspects de, d'une part, récolter des données et d'autre part, vraiment utiliser le téléphone comme un outil d'espionnage en fait. Je suis Laurent Richard, je suis le directeur et le fondateur de Forbidden Stories. Quand on regarde un petit peu de près pour quel type d'histoire, pour quel type d'enquête les journalistes meurent, pour lesquels les journalistes sont assassinés ou emprisonnés, ce sont à chaque fois des enquêtes extrêmement importantes pour l'intérêt général, pour l'opinion publique. Ce sont des enquêtes qui portent sur la corruption, la violation des droits de l'homme, le blanchiment d'argent, les crimes environnementaux. Et notre mission à Forbidden Stories, c'est de faire en sorte que, quoi qu'il arrive, on puisse poursuivre le travail et que l'on ait accès à ces informations-là qui sont extrêmement importantes. Le logiciel Pegasus, vendu par la société NSO, ça fait déjà quelques années qu'on en entend parler. On sait que certains États l'utilisent. Amnesty travaille dessus depuis longtemps. Ce qui a changé avec le projet Pegasus, on a pu mettre un nom et un visage sur les victimes. Ce qu'on appelle le projet Pegasus, en réalité, c'est l'enquête qui a été menée par donc un consortium de plus de 80 journalistes de 17 médias internationaux de 10 pays et qui a été coordonnée par Forbidden Stories. Dans le projet Pegasus, on a vraiment joué le rôle de partenaire technique, tandis que Forbidden Stories, et du coup le consortium qui s'est monté autour du projet Pegasus, faisait finalement l'enquête journalistique et puis le travail de rédaction, de publication. En fait, on a eu accès dans ce projet à une liste de 50 000 numéros de téléphone. Les États clients de NSO qui veulent se doter du logiciel Pegasus rentrent des numéros dans leur liste qui sont autant de cibles potentielles. C'est que des numéros de téléphone, c'est à peu près 50 000 numéros de téléphone dans différents États, des téléphones de différents pays. Qui se trouve dans cette liste? À qui appartiennent ces numéros? Ça, c'est un travail qui prend du temps, mais qui nous permet déjà de voir des journalistes, des opposants, des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des dissidents. Ce sont des personnes qui intéressent des États qui se sont dotés de Pegasus. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été effectivement surveillées par Pegasus. Pour en avoir le cœur net, il faut analyser leur téléphone et voir si oui ou non il y a eu une tentative d'attaque ou pas. Une fois qu'on a la méthodologie, tester un téléphone, c'est relativement court. Ça prend 10-15 minutes, une demi-heure selon les téléphones. Mais chaque cas, chaque pays où Pegasus était utilisé, en fait, on avait un contexte politique qui était différent. Ce projet-là était très difficile à mener parce qu'il fallait rester sous le radar en permanence. Il fallait rester sous le radar d'entreprises et d'États qui ont des radars extrêmement puissants. Il ne fallait pas se retrouver nous-mêmes sur la liste. J'ai été contactée
quelques mois avant la révélation de l'enquête du consortium de Forbidden Stories, qui me préviennent qu'ils ont besoin de me parler pour nous expliquer de manière absolument tout à fait confidentielle, à moi et à Edoui Plenel, directeur de Mediapart, le fait que nos numéros figurent sur un listing. Non, mais non seulement je me doute pas de qui peut espionner, mais je me doute surtout pas du fait que j'ai pu l'être. C'est-à-dire, bien sûr, je sais que c'est possible, hein, bien sûr, je fais attention depuis des années, j'utilise des messages décryptés, il y a des choses que je ne dis jamais par téléphone, que je n'écris jamais dans un mail, etc., etc. Donc j'ai une sorte d'hygiène numérique de base, mais je ne me doute pas du tout que je puisse être espionnée, et je ne me doute pas du tout de savoir par qui. Je me retrouve donc dans le bureau de Laurent Richard de Forbidden Stories, je confie donc les données de mon téléphone, qui sont donc envoyées au laboratoire d'Amnesty en Allemagne. On entend tic, 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 tic. Puis le micro s'éteint, puis il rappelle et il dit voilà, que le téléphone a été strongly infected, donc a été largement infecté. Donc voilà, donc là je fais pas la maline, je suis pas très... voilà, c'est un peu bizarre hein, quand même hein, de le matérialiser à ce moment-là. Les responsables de Forbidden Stories m'expliquent un peu du coup le contexte, m'expliquent pourquoi ils pensent que c'est le Maroc qui est à l'origine de cet espionnage. Et sur ma personne, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose un peu immédiatement parce que voilà, moi je suis pas militante, je suis pas activiste des droits humains au Maroc, je suis pas en charge du Maghreb à Mediapart. C'est-à-dire que du coup, c'est l'idée quand même que ça peut tomber un peu sur n'importe qui. Mais je travaille beaucoup sur les questions de violences sexistes et sexuelles. C'est un sujet voilà, sur lequel je suis très identifiée à Mediapart. Quand on regarde les périodes plus précises d'espionnage de mon téléphone, les sondes sont très importantes dans les périodes qui précèdent les dossiers et les arrestations de plusieurs journalistes marocains sous le prétexte d'accusations de violences sexuelles, et qu'il est très vraisemblable que le régime marocain, d'une manière ou d'une autre, avec telle ou telle motivation, ait cherché des éléments dans mon téléphone. Voilà. Autant dire que c'est pas un sentiment très agréable d'imaginer que j'ai pu, involontairement évidemment, hein, mais à mon corps défendant, servir à mettre des journalistes marocains en prison. In our country, we have loads of issues regarding to the human rights. We are defending the freedom of speech. We are defending the freedom of conscience. The Saudi regime, they will target any activist. In the past, I have been targeted by different things like phishing through emails, attacking my website, for example. But in 2018, I noticed that there is something wrong in my mobile. It was an attempt from Pegasus. Le dossier du Rwanda est un dossier très très sensible, très polarisé. Je suis vraiment dans le dossier beaucoup plus que d'autres journalistes. J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un du service d'information militaire en Belgique qui s'occupe des dossiers des Grands Lacs, des dossiers africains. Cette personne est venue se présenter chez nous à la maison et a expliqué qu'ils avaient des doutes formels que non, aussi bien la téléphone de ma femme que de moi-même, était surveillée par Pegasus. Salah Hamouri est avocat franco-palestinien. Je suis son épouse, nous avons 2 enfants. Plusieurs défenseurs des droits humains palestiniens remarquent sur leur téléphone des mouvements un peu étranges, des caméras qui s'allument sans qu'ils l'aient fait, des conversations WhatsApp qui sont ouvertes alors qu'ils n'étaient pas du tout sur ces conversations, etc., etc. Après l'analyse de son téléphone, Salah donc était informé
que son téléphone était infesté par le logiciel espion Pegasus. Je suis professeur d'histoire à Rabat, militant des droits humains et journaliste à l'occasion. Je savais que j'étais au moins de temps en temps sous écoute depuis 2008, donc déjà je faisais attention. Et voilà qu'Amnesty International, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue que je connaissais. Ils ont pu examiner mon téléphone pendant 2 jours. Et voilà, ils ont trouvé que mon téléphone était au moins depuis 2017 espionné par le malware israélien Pegasus. Quand on apprend qu'on est espionné, bon, déjà ça fait un peu peur en fait, bêtement, mais il faut le dire en fait. Parce que c'est aussi fait pour ça, c'est fait pour intimider. De manière un peu irrationnelle, parce que moi je suis dans une situation, je suis journaliste en France à Mediapart, je suis dans une situation tout à fait protégée en réalité. J'ai pas vraiment de raison d'avoir peur, mais ça fait quand même un peu peur. On a des photos de ses enfants dans son téléphone. Bon bah voilà, vous savez pas où est-ce qu'elle circule, même s'il y a aucune raison, faut pas paniquer. Mais voilà, c'est des choses qui relèvent de votre vie privée. On se réalise bien que, en fait, celui qui fait cela, le régime qui fait cela, prend possession de toutes vos données privées. Et ça, c'est un sentiment il faut gérer ça, je dirais. Un téléphone, ça contient tout. Hein. Ça contient, par exemple, les messages avec nos enfants, où se trouvent nos enfants. Et ça, évidemment, ça, c'est un des premiers soucis comme parents. Les gens vous disent on n'a rien à cacher. Tout le monde, ça c'est la grande phrase de dire on n'a rien à cacher. Certes, imaginez que dans un ordinateur des renseignements israéliens, il y a un dossier avec des photos de vous, avec vos enfants, dans des moments de vie de famille. C'est particulièrement désagréable parce que ces photos-là, c'est des moments que vous voulez partager avec vos proches et pas avec un État qui a une volonté de les utiliser pour vous nuire, en tout cas pour nuire à mon mari. J'ai eu peur pour moi, pour ma famille. Vous n'avez plus le plaisir de parler de quelque chose de personnel. Vous n'allez pas parler d'une façon intime, même à votre femme. Donc, ça limite votre communication et ça a un impact psychologique. Le doute devient une partie de votre vie quotidienne. Vous perdez un peu le goût de la vie normale. Quand on annonce à une personne qu'on a trouvé des traces d'infection de son téléphone, c'est toujours un moment très douloureux, très traumatisant, parce qu'on réalise à ce moment-là qu'une partie de notre vie nous a totalement échappé, et surtout a été captée par un service de renseignement qui, a priori, vous veut du mal. Et je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer le choc psychologique qui s'opère quand on découvre qu'on est victime d'un acte de cybersurveillance. Souvent, on travaille avec des défenseurs des droits humains ou des journalistes qui savent qu'ils sont surveillés, qui nous disent qu'ils sont surveillés. Et souvent, leur réaction, quand on demande à vérifier leur téléphone, ils nous disent « mais je sais que je suis surveillé, je m'en débrouille » et ils sont assez confiants. Mais on a eu beaucoup de cas où une fois qu'on a des traces précises, où on leur dit « votre téléphone a été piraté à cette date », qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où là, il y a un peu plus un choc avec vraiment la question de « qu'est-ce que j'ai raté ?» Est-ce que j'ai pas mis des gens en danger? Nous avons beaucoup de sources, beaucoup de gens qui nous informent, beaucoup de gens qui nous envoient des messages sur WhatsApp, sur Signal. Celui qui a fait cela a accès aussi à ces sources et peut voir avec qui nous avons contact. Toutes ces réflexions sont venues après que, en fait, ce qui s'était passé, c'était surtout un grand danger pour les autres. Évidemment, ce qui est le plus effrayant, c'est pour les journalistes au Maroc, franchement. C'est-à-dire que, oui, bah ça, c'est même plus de la peur. C'est d'abord, c'est effectif. Ils sont vraiment en prison. Ils sont injustement emprisonnés. Et d'imaginer que j'ai pu y contribuer, c'est terrifiant. I'm not worried about my safety because I know the prices that we need to pay for this path. It's not about myself, it's about the people that are contacting me,
especially people inside the country. Lots of people, they have been arrested and they have been investigated and they have been tortured and sentenced for a very long time in prison. And after targeting me, they killed the journalist Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi n'est jamais ressorti du consulat d'Istanbul. Turkish officials have reportedly obtained recordings proving how Washington Post journalist Jamal Khashoggi was killed. We were in regular contact and we were also helping each other. The responsibility of the state of Saudi Arabia is engaged into that execution. It is believed that he was asphyxiated with a plastic bag. On sait qu'il y a des cas très difficiles, on sait qu'il y a des personnes, des journalistes qui ont été tués au Mexique, le cas de Jamal Khashoggi, où des personnes proches de lui ont été surveillées. Donc on voit bien ces liens-là entre de la surveillance ciblée et des cas extrêmement graves, des cas de meurtre, d'assassinat. Et en même temps, ce lien-là, il est très difficile à faire de manière formelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'un assassinat a été fait, qu'une arrestation a été faite ou pas? C'est difficile de rattacher précisément à des données. Je travaille à Amnesty depuis le mois de octobre 2020. Je suis arrivée en sortant de mes études qui étaient plus orientées vers le journalisme. Et c'est vrai qu'avec Amnesty, il y a quand même un lien qui se fait entre le journalisme, de par les sujets qu'on traite, qui sont en lien direct avec l'actualité, par les rapports qui sortent. Donc je m'y retrouvais aussi entre mon parcours et le poste que j'occupe aujourd'hui en tant que chargée de communication numérique. Moi, je suis journaliste de formation. Et j'ai exercé un peu, mais très vite, j'ai voulu faire sauter la barrière et aller faire attaché de presse. Parce que je comprenais qu'en tant qu'attaché de presse, on pouvait défendre les messages et les valeurs auxquelles on était attaché. En l'occurrence, ici, à Amnesty International, j'ai le bonheur d'être en phase avec beaucoup d'enjeux sur lesquels je pense qu'il est important de parler. On avait déjà couvert le sujet de la cybersurveillance, on avait déjà parlé de Pegasus, donc on allait rechercher les contenus qu'on avait déjà sortis sur le sujet. On savait qu'on allait être dans de la communication de crise, mais il y avait un peu tout à monter, c'était aussi compliqué à ce niveau-là. On avait quelque chose de déjà assez dense pour poser le sujet de la cybersurveillance, expliquer ce que c'est qu'NSO, expliquer ce que c'est que Pegasus. On a conscience que voilà, les journalistes travaillent H24 pour pouvoir répondre à ce besoin continuel d'information. On a mis en place une permanence également de notre côté. Derrière ces révélations, il y a des personnes qui sont concernées et il peut y avoir un impact fort aussi sur les personnes. Donc on fait très attention à ce qu'on dit, comment on le dit. Donc il a fallu avoir des contraintes très fortes. On le dit à très peu de gens, on prend des précautions très fortes sur toutes les façons de communiquer. Très peu de gens savaient exactement ce qui allait être révélé. J'en parle à personne, évidemment, autour de moi, en dehors du petit cercle de collègues. Le souhait, c'était de faire l'effet d'une bombe. Donc nous, on savait qu'il y avait une bombe qui allait sortir. On ne savait pas comment elle allait exploser, mais on savait qu'il y a une bombe qui allait sortir à 18h. Donc moi, je me réveille le dimanche matin avec en tête, cette heure-là, 18h, il va se passer quelque chose. Il faut que je sois en alerte. À 17h, moi, j'ai l'attention au maximum. J'essaie de faire tomber la pression et puis d'être complètement... prête. A group of media organizations has uncovered evidence of a massive spying effort targeting journalists, activists, and business leaders. Je vois sur le site du Monde partout Pegasus, j'allume la télé Pegasus. Un outil informatique réservé aux agences gouvernementales pour lutter contre le terrorisme. Des notifications partout, sur Twitter, trending topic Pegasus. It's called Pegasus and was licensed to governments by a private Israeli tech firm. Et là, on se dit, OK, en fait, c'est plus gros que ce qu'on imaginait. La investigación fue coordinada por la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, con el apoyo de Amnesty International. J'arrive pas à me concentrer sur un article parce qu'ils arrivent tous les uns après les autres, dans plein de langues, avec plein de focus différents. Of surveillance software to spy on individuals from heads of state to journalists.
Une demi-seconde, on se dit waouh, et puis la seconde d'après, on se dit bon ben voilà, maintenant faut y aller. Ils ont accès aux SMS, ils ont accès aux emails, aux contacts, ils peuvent aussi activer le micro ou la caméra du téléphone. Le jour de la publication, je suis là, mais le jour d'avant aussi, les semaines d'avant aussi, les nuits d'avant aussi, c'était très, très intense. This is an industry that should not exist. They don't make vaccines, the only thing they sell is the virus. On parle de journalisme, il y a aussi des avocats, il y a aussi des sportifs, il y a aussi des médecins, hein, dans une 50aine de pays, effectivement, c'est assez hallucinant. La masse de données récoltées, la variété des cibles, des gens identifiables, il va y avoir une onde de choc. Phone hacking, the Pegasus phone hacking. 5 journalists were on the list of targets. Detrás de Pegasus hay además una historia muy interesante. Un jour de révélation, c'est marrant. Moi, j'étais chez mes parents. Deux questions. Pourquoi on sait que c'est Pegasus? Et donc là, il y a mes parents qui viennent me voir en me disant « Ah, mais t'en as parlé, il y a ce truc qui sort à la télé. » Je leur dis « Bah ouais, là, Ah, mais la télé et toi, c'est la même. » Je dis « Ah ouais, là, Et pourquoi on peut affirmer que là, en l'occurrence, c'est le Maroc qui cherche à cibler l'ENA? D'autres révélations sont à venir et elles seront elles aussi surprenantes. The Pegasus storm has acquired new dimensions. Le dimanche, on a le scandale qui explose et puis tous les jours, on a de nouvelles révélations. El móvil del primer ministro británico, Boris Johnson, estaba en la base de datos del programa Pegasus. El presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus. Emmanuel Macron, l'un de ses portables semble avoir été visé par le logiciel Pegasus. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, 14 autres membres du gouvernement de l'époque. The UN's High Commissioner for Human Rights calls the report extremely alarming. Hadas Gold has more. On est tous un peu complices de la surveillance routinière dont je parlais au début. On est tous complices de notre utilisation des réseaux sociaux, des grandes plateformes. Complices mais pas coupables. Hein. C'est-à-dire qu'on est prisonnier d'une économie, de la prédation de nos comportements à des fins financières. Mais la vraie limite, c'est un outil comme Pegasus. Pegasus, il y a zéro consentement. Pegasus, il n'y a même aucune connaissance. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver infecté sans même le savoir. Vous n'avez même pas besoin de cliquer sur un lien, de faire une erreur. Vous êtes infecté. Voilà. Et vous n'avez aucun moyen ni de le savoir, ni de vous en prémunir. C'était pas nouveau en soi. Il y avait déjà eu des cas de surveillance avant, il y avait déjà eu des rapports qui avaient été publiés, y compris sur Pegasus. Mais là, l'ampleur du scandale, les profils des personnes visées, le fait que des noms très connus de personnalités soient parmi les victimes, ça a provoqué quand même une onde de choc mondiale et auprès de la population notamment. Je pense que ça a secoué aussi un certain nombre de secteurs, de milieux. Beaucoup de journalistes, de défenseurs des droits humains se sont inquiétés. Là, ce qui est vertigineux sur Pegasus, c'est d'abord ce que peut faire ce logiciel et aussi qui l'a permis d'espionner. Les outils aujourd'hui qui sont à la disposition des États permettent d'espionner tout le monde, sans raison. Vous achetez une arme, vous tuez des personnes avec cette arme, ça laisse des traces. Vous avez des balles, vous avez des douilles, vous faites une analyse balistique, vous pouvez dire, bah oui, en fait, telle personne, elle a été tuée par une balle de calibre tant et calibre qui correspond à telle arme qui a été vendue par tel pays à tel client. Avec un outil comme NSO, et le manque de transparence qui l'accompagne, un pays peut tout à fait nier être client, le vendeur peut tout à fait nier que tel ou tel pays a acheté son logiciel, et donc à partir de là, c'est un peu, de leur point de vue, c'est parole contre parole. C'est plus un pays qui va utiliser un outil qui n'est pas accessible au reste du monde pour surveiller illégalement des personnes, mais que c'est n'importe quel pays dans le monde qui peut acheter cette technologie. Et quand on regarde la liste des pays soupçonnés d'être clients de NSO, on se rend compte que ce ne sont pas forcément des pays qui affichent un bilan exemplaire en matière de droits humains, loin de là. Et donc là, le risque, il devient tout de suite très grand. Quand on voit le nombre de gouvernements qui utilisent Pegasus au sein même de l'Union européenne, bon, voilà, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Pologne, etc. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien toute la difficulté et toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans les réflexions, et ce qui explique d'ailleurs la faiblesse, la très grande faiblesse de la réaction politique. Je ne parle même pas des ministres et du président de la République, mais des citoyens, des citoyennes qui ont été espionnés et pour lesquels il n'y a eu aucune réaction de soutien, d'indignation, même feinte des autorités françaises en réalité.
Évidemment, un monde sans surveillance, ça n'existe pas. Elle est nécessaire dans bien des cas. On a évidemment besoin d'une lutte antiterroriste, on a besoin de se protéger contre un certain nombre de menaces, d'ingérences, de risques, etc. Donc il ne s'agit pas de contester la légitimité de ces actions-là. Là où ça devient un peu difficile, c'est que c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que dans une démocratie, il faut qu'il y ait des services de renseignement, il faut qu'il y ait une activité de renseignement, mais il faut que cette activité de renseignement soit comptable de ses actions. NSO va peut-être péricliter, disparaître, parce qu'on a révélé son système. Mais quand on regarde un tout petit peu l'industrie aujourd'hui et le secteur, il se porte très très bien. Il y a une Ligue des champions de la cybersurveillance qui est là, qui est très dynamique, qui se retrouve tous les 3 mois de grandes conférences mondiales en conférences mondiales. Ils sont sous le radar absolument. Ils ont compris qu'il fallait rester sous ce radar-là et très peu communiquer et être très peu visible. Évidemment, NSO, c'est la partie émergée et spectaculaire et maintenant très visible de l'iceberg, mais ensuite, exactement comme un iceberg, 90% est encore sous l'eau et on n'en perçoit pas complètement les contours. Et donc là, aujourd'hui, la question, c'est pas tant de savoir est-ce que NSO va disparaître, c'est sous quelle forme ils vont réapparaître, avec ou sans les mêmes personnes. Ce qui montre bien que la réflexion, elle peut pas être purement technique, mais elle peut pas se concentrer uniquement sur cette société-là non plus. Il faut des règles du jeu qui soient claires, qui soient les mêmes pour tout le monde. Mais pour ça, il faudra avoir des régimes harmonisés. Une délégation d'Amnesty France est présente cette semaine à New York pour rencontrer des représentations permanentes des États membres de l'ONU. On avait identifié cette 77e session des Nations Unies comme une opportunité pour porter nos messages. On savait que la résolution sur la vie privée à l'ère du numérique allait être débattue. Ça rend vraiment très concret, en réalité, nos messages, notre mobilisation. Le problème est mondial, la réponse doit être mondiale, et donc c'était important pour nous d'être là pour montrer cette dimension-là. Il faut identifier les personnes qui ont le pouvoir de prendre des décisions et de changer des situations. Ça va de les sensibiliser, ouvrir le dialogue, à essayer effectivement de rentrer dans une discussion, débattre. Aujourd'hui, on a besoin que les États membres prennent des mesures, s'engagent et construisent un processus politique qui, on l'espère, va grandir au fil des années. Et puis on est aussi là pour leur remettre une pétition signée par plus de 100 000 personnes dans le monde entier et qui appelle à un moratoire. On voit qu'il y a une réalisation du problème depuis l'année dernière. Vraiment, beaucoup d'États, d'ONG ont compris qu'il y avait un problème. Beaucoup de gens sont mobilisés pour faire quelque chose. On espère arriver à un moratoire parce que vraiment, ça va secouer. Un moratoire, c'est comme une pause, en réalité. On appuie sur stop pour arrêter les transferts, les exportations, l'utilisation et la vente des technologies de surveillance. Parce que tant qu'il n'existe pas un cadre réglementaire qui soit respectueux des droits humains, eh bien, des violations comme celles qu'on a pu révéler à travers le projet Pegasus vont continuer à se développer, à augmenter partout dans le monde. Ça va être un combat qui est assez long, mais on voit déjà qu'il y a des États qui se mobilisent. Chaque étape de réglementation qui va empêcher ces attaques, c'est déjà une victoire. Oui, votre voix compte. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui à New York, pour
porter aussi votre voix et les 100 000 voix et montrer en réalité aux États membres que c'est un sujet qui préoccupe les populations. Et pendant les rendez-vous de plaidoyer, notamment, quand on arrive sur la table avec 100 000 signatures, bon, ça pose le sujet. On espère qu'on a ouvert une porte et que d'autres gens vont s'en saisir pour qu'il y ait une coalition de gens, dans les ONG mais en dehors, qui fassent ce travail d'investigation. Plus on en parlera, plus il y aura de manifestations publiques là-dessus, plus il y aura d'articles dans la presse, plus il y aura d'ONG à s'intéresser à ces questions, et plus voilà, les États seront obligés aussi de faire attention aux pratiques qu'ils mettent en place. Faut pas perdre espoir. C'est pas parce que là la réaction n'a pas été à la hauteur qu'elle ne le sera pas plus tard, et c'est pas parce qu'elle n'a pas été à la hauteur que le niveau de conscience générale n'a pas augmenté sur le sujet. I believe there is brilliant work from the NGOs, from some media. There is amazing work, but we need to do more and more to make pressure. Évidemment, je suis pleine d'espoir sur ce combat. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si le projet Pegasus n'avait pas existé, comme si toutes les révélations, comme si tous les témoignages, toutes les violations des droits humains et cette crise de la surveillance n'étaient pas là. Je pense qu'aujourd'hui, les États n'ont pas d'autre choix que de se saisir en réalité de cette question. On restera mobilisés jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Donc oui, j'ai l'espoir que ça avance parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité en réalité si on veut véritablement respecter les droits humains.